Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo. Eh bien, figurez-vous, c'est déjà la dernière de la saison. Oui, c'est très triste, mais on a quand même une saison très remplie. Et pour cette dernière, eh bien, on se dit, tiens, si on parlait matériel, ça faisait longtemps qu'on ne s'en était pas parlé, c'est l'été, vous allez peut-être avoir envie de vous équiper. Eh bien, j'ai à mes côtés deux experts qui vous donner des conseils précieux. J'ai déjà du mal, il est temps que la saison se termine. Lame, comment ça va? Bonjour Mélinda, ça va bien, merci pour l'invitation. Et bien, Lamua, journaliste, streamer. Oui, désormais streamer, créateur de contenu et un peu obsédé par la tech et le gaming. Donc, et le matériel. Je suis ravi d'être avec toi, merci pour l'invitation. Je suis ravie parce que c'est je suis fascinée par les connaissances en clavier de Lame depuis toujours. Donc voilà, il va vous faire un petit symposium, comme on dirait. Mais on n'a pas assez de temps dans cette émission. Et le retour d'Issieur, Tanguy Toussaint, Mr. Chrono. Salut, comment ça va? Écoute, ça va très bien. Et toi, journaliste numérique? Ça va à merveille, je suis très heureux d'être avec toi et en face de Lame qui est mon ami toujours. Voilà, les retrouvailles entre les deux. Grave. On va essayer de faire court, Mélinda, promis. Mais oui, mais on verra, on a plein de choses à se raconter. Mais en tout cas, voilà, cette semaine, pas d'actu, une grosse actu, comme vous allez pouvoir le voir, matériel. C'est digne du téléshopping, cette émission, cette semaine. C'est parti pour l'actu à chaud. On l'a dit, voilà, on va parler matériel. Et j'ai posé une très bonne question à ces deux messieurs. Je leur ai dit, comment est-ce qu'on s'équipe bien? Alors, je ne peux pas dire bien et pas cher, parce que dans le monde de la tech et du gaming, c'est difficile. Mais on a quand même quelques produits largement abordables. Mais, Mister Chrono, j'ai une question pour toi, que je vais poser après à Lame. Aujourd'hui, on choisit un PC colonne ou un PC portable pour jouer facilement? La réponse, elle va être vraiment une réponse très triste et très suisse, entre guillemets. C'est-à-dire, c'est vraiment selon vos besoins immédiats, sachant que, et c'est là où c'est intéressant, les ordinateurs portables, à mesure que le temps passe, ont tendance à pouvoir remplacer de plus en plus un PC fixe, mais il y a une contrepartie qui est assez énorme, c'est l'argent. C'est-à-dire que si on veut quelque chose de suffisamment puissant, de suffisamment durable dans le temps, bien que les choses ont beaucoup évolué, on en parlera tout à l'heure, et bien en général, il faut investir beaucoup plus que sur un ordinateur fixe. Et c'est normal, quand tu veux mettre une carte graphique ultra puissante dans un form factor comme ça... Ça, c'est le Razer Blade 16, qui exactement. On dirait un PC portable classique, fin... Absolument, c'est très fin, vraiment, c'est très léger. Moi, j'ai été surpris la première fois, et surtout, c'est très performant, malgré le form factor qui est très court. Et c'est très cher, bien sûr, même si le prix a tendance à baisser avec les générations qui avancent, et ça c'est plutôt intéressant. L'an dernier, on va prendre la version la plus haut de gamme, donc avec la 4090, la RTX 4090 dedans, il était à plus de 5200, 5300 €, donc c'est très. On en avait parlé au CES, magnifique produit, magnifique design, mais voilà, le passage à la caisse se faisait sentir. Exactement, et ben, cette année il a perdu 1000 €. Donc tu vois, ça reste cher, mais ça a tendance à baisser, et surtout, là on parle de la version avec une 5090 dedans, on parlera tout à l'heure si vous voulez un peu plus des cartes graphiques, des évolutions, mais là, il existe en version 5070, 5080, 5070 Ti je crois, et il y a des laptops aussi, alors peut-être pas le Blade, mais il y en a d'autres qui ont des 5060, il y a même la 5050 qui est sortie, celle-là, je sais pas, il faudrait vraiment attendre d'essayer avant de la recommander, je vois Lame sourire, je pense qu'il est un petit peu d'accord avec moi. En tout cas, on peut s'en sortir avec un laptop qui peut durer dans le temps, notamment, alors on va dire que j'aime beaucoup Nvidia, etc., mais c'est vrai que c'est notamment grâce à des technologies qui sont mises en avant par Nvidia et reprises d'ailleurs par à la fois Intel et AMD pour pouvoir permettre de tanker sur des gros jeux vidéo à venir, parce que toutes ces technologies-là, en général, quand il y a un jeu qui est gourmand qui sort, elles sont mises à contribution. Je pense notamment aux nouveautés des séries 50, c'est-à-dire ce qu'on appelle le multi-frame gen, donc le fait d'intercaler par intelligence artificielle des images entre deux images qui sont générées vraiment par la carte graphique. En gros, la carte graphique va travailler 4 fois moins, en fait, et donc ça permettra d'avoir une fluidité qui est améliorée, et donc ça permet de tanker de gros jeux. Et c'est pour ça qu'en fait, plus le temps passe et plus les choses s'améliorent. En ce qui concerne les PC fixes, donc les PC tours, comme tu dis, c'est très intéressant de surveiller, notamment, je sais pas, Material.net, LDLC, tous les sites un peu de marchands comme ça, où par exemple, typiquement récemment, moi j'ai vu un ordinateur avec une 5060 Ti, donc un ordinateur qui fera tourner tous vos jeux en Full HD, voire en 2K. Moi je jouais par exemple à Doom en path tracing, donc c'est le niveau au-dessus du ray tracing. Pour faire simple, c'est quelque chose que ne permettent pas les consoles aujourd'hui, même la PS5 Pro, qui coûtait 900 €. Donc c'est quoi, 100, 200 € de plus. On peut s'équiper aujourd'hui en PC bureau pour jouer à partir de 900 bien. Alors ça, c'était vraiment, j'appelle ça une aubaine, moi, pour le coup. J'ai regardé hier, il était en rupture de stock, cet ordinateur spécifique-là. Mais en tout cas,
on peut trouver, si on surveille un peu sur les sites de comparo, ce genre de choses, on peut trouver des PC fixes et on peut s'équiper à moindre coût pour 100, 200 euros de plus qu'une PS5. Et honnêtement, malgré l'optimisation de la PS5 Pro, qui est une machine que moi j'aime beaucoup, même si je sais qu'elle a été décriée beaucoup au départ, eh bien, qui s'en sortira beaucoup mieux dans tous les cas, même en comptant la mauvaise optimisation de certains jeux PC. Et je pointe du doigt Monster Hunter Wilds, que j'adore, 300 heures, optimisation éclatée. C'était le coup de gueule de Chrono. Lame, aujourd'hui, c'est quoi la base de réflexion quand quelqu'un qui veut s'équiper, que ce soit en PC bureau ou en PC portable, il faut qu'il regarde quoi d'abord? Alors, le plus important, c'est la carte graphique. Comme l'a dit Tanguy, la carte graphique, c'était un élément, c'était un périphérique du PC. Et la star, c'était le processeur. Aujourd'hui, la star, c'est la carte graphique. C'est l'objet le plus perfectionné, le plus gourmand, le plus cher et le plus gros d'un PC aujourd'hui. Il y a eu vraiment un putsch dans les entrailles de nos ordinateurs. Et après, là où je suis un peu d'accord avec Tanguy, c'est que moi, je suis streamer, donc j'ai besoin d'un PC fixe pour streamer 8 heures par jour. C'est pas possible avec un PC portable. On peut avec un PC portable. C'est plus simple avec un PC fixe, mais aujourd'hui, si je devais être juste un joueur de jeux vidéo, c'est vrai que reprendre un gros boîtier qui va un peu chauffer, qui va faire du bruit, je commence à aller chercher d'autres manières de jouer aux jeux vidéo, que ce soit effectivement via les nouvelles technologies qui permettent de ne pas aller vers plus de puissance mais plus d'intelligence, vers le cloud gaming, que ce soit en local ou que ce soit en distanciel, et vers aussi l'optimisation des jeux, on a vu. Puis on a vu aussi que les constructeurs comme AMD et Apple aussi proposent désormais de plus en plus de fusionner les éléments dans une seule puce, donc les fameux SoC. Et on a vu AMD récemment, elle a proposé une machine une plateforme très prometteuse en termes de performance en local, sans avoir besoin d'une carte graphique dédiée. Donc c'est vrai que dans un moment où on se dit est-ce que j'ai encore envie de consommer avec des machines qui prennent 700, 800 watts et qui chauffent, qui font du bruit, moi, personnellement, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Mais ça reste le meilleur rapport performance-prix. Si vous avez un petit budget et comme dit Tanguy, que vous voulez jouer aux jeux vidéo dans des conditions assez correctes, surtout pour un certain GTA 6, parce que ça va être un peu le benchmark de tout le monde. Il va y avoir la PS5 Pro et il faudra voir quel PC fait tourner GTA 6 mieux qu'une PS5 Pro à partir de quel prix. Et je pense effectivement qu'en mai 2026, pour 800 euros, on aura des machines. Mais voilà, donc il y a le PC de bureau pour moi. Le seul avantage, c'est ce rapport effectivement performance-prix. On peut descendre beaucoup plus bas pour jouer bien. Mais après, c'est gros, c'est bruyant, c'est pas forcément très beau. Il faut le vouloir, quoi. C'est combien une bonne configuration gaming, à peu près, sur un PC bureau? Ouais. Oh, franchement, à 1500, entre 1500 et 2000 euros, tu peux te mettre très très bien en réalité. Après, tu as des promos, comme je disais, parce que je pense que le PC dont je parlais tout à l'heure avec la 5060 Ti, ils ont sacrifié un peu sur le CPU. Là, me le disait très justement, le CPU est passé de essentiel à ailier, quoi. Genre, il est là, il est à côté. Ça aide vraiment beaucoup. Oui, mais bien sûr. Plus le temps passe, et moins les jeux sont ce qu'on appelle CPU limited, donc moins le CPU va faire office de bottleneck, donc de goulet d'étranglement. Pourquoi ? Parce que, alors, je vais en reparler, mais les technologies de génération d'images, qu'il s'agisse de celles de AMD ou de celles de Nvidia qui étaient précurseurs là-dessus, eh bien, permettent de libérer un peu le CPU dans la mesure où, en fait, il a moins de travail à faire et donc, il y a moins ce côté goulet d'étranglement. Quand on commence à voir un petit peu aujourd'hui, notamment le PC moins cher que j'avais vu, c'est parce que le CPU, c'était pas un CPU haut de gamme qu'il y avait dedans. Mais c'est pas très grave. Même ça pour jouer à aujourd'hui, on peut compenser facilement. Ouais, même pour jouer à ça Flight dépend Simulator. mais globalement, oui. Ben oui, parce que par exemple, Flight Simulator, c'était un jeu à l'époque où il fallait un CPU de monstre pour pouvoir y jouer. Aujourd'hui, avec un CPU moyen et avec de la génération d'images, ça passe beaucoup mieux, voire ça passe tout court en fait. Et en écran. Alors vas-y, Lame, tu voulais dire ? Rapidement, en fait, la règle pour les gens qui veulent s'équiper, effectivement, pour cet été, c'est si vous deviez mettre 100 euros de plus quelque part, mettez-le plutôt dans la carte graphique que dans le processeur. Voilà. Règle de base. Parce que, évidemment, c'est la beauté, mais aussi le challenge pour les gens qui s'équipent, c'est de dire, mais c'est une jungle, il y a tellement de composants, il y a des promos, mais est-ce que la promo de l'année dernière, aussi bien, c'est compliqué. Mais en ce moment, la règle, c'est quand même de dire, mettez beaucoup plus de votre budget dans la partie graphique que dans la partie CPU. Et pour les écrans ? Parce qu'on parle de PC bureau, mais il n'y a pas d'écran avec. Alors, la PlayStation 5 n'est pas livrée avec un écran. Il y a quelques temps, je t'aurais dit, la règle de base pour moi, c'est la résolution, donc la définition, je ne sais même pas sur lequel on dit à chaque fois, résolution, définition, je suis perdu. La même chose. La résolution que tu choisis, avec laquelle tu vas faire un certain temps. Donc, c'est-à-dire que si tu pars sur du 1080p, aujourd'hui, je ne recommande pas de partir sur 1080p pour du jeu vidéo. D'autant que le 1440, donc ce qu'on appelle le 2K globalement, avec une carte graphique, la 5060 Ti, en fait, elle le tank très très bien en réalité. Par exemple,
Donc, parallèlement à la résolution, on va dire 1440 pour la plupart des joueurs, même si quand on a un gros GPU, donc une grosse carte graphique, on a tendance à commencer à toucher du 4K, parce qu'en fait, sur la console, tu joues en 4K, tu as envie de... Bref. Ensuite, à mon sens, ce qui est très important, c'est le taux de rafraîchissement minimum. Hein. On l'a vu même sur console à partir de 120 Hz. Donc sur PC, franchement, on a des écrans PC à bas coût qui commencent à 165 Hz, je crois. Oh et oui, aujourd'hui, 240 240 facile. Ensuite, alors ça, c'est un truc, je l'ai découvert en 2015. Et une fois que je l'ai découvert, je me suis dit que c'était une sorcellerie. Ça s'appelle le VRR, donc le Variable Refresh Rate, donc le taux de rafraîchissement variable qu'il y a aussi dans les téléviseurs haut de gamme, qui permet grosso modo de synchroniser automatiquement les images envoyées par la carte graphique avec les images qui sont affichées par l'écran, et donc d'éviter toute forme de déchirure et de latence aussi au niveau des écrans. Ça, quand tu as un VRR, donc avec... sur ton écran, eh ben, ça te permet d'avoir une expérience en général plus fluide et surtout qui demande un peu moins de ressources, même si tu peux avoir une petite latence, mais en général, c'est rapidement compensé. Donc ça, c'est dans le top 3. Après, et ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau pour moi, mais c'est parce que j'ai découvert assez récemment, un écran PC gamer OLED, ça coûte très cher, même si ça a tendance à baisser. Ça a vachement baissé. Ça a vachement baissé. Au Black Friday l'année dernière, j'ai vu des écrans de grandes marques qui ont passé la barre des moins de 500 € pour des 27 pouces. Et je me dis, ça reste un gros budget, parce qu'aujourd'hui, on peut trouver des moniteurs gamers à 200 €. Les diagonales d'écran commencent à être intéressantes. Mais je suis d'accord avec Tanguy, l'OLED, c'est un peu comme la télé. C'est une fois que tu y as goûté. Alors, ça dépend du type de jeu. Pareil, si tu joues à des jeux compétitifs comme League of Legends, Rocket League ou Counter-Strike, tu t'en fous. Donc, achète un écran effectivement qui est très réactif, mais qui a une dalle qui coûte pas cher. Et là, ça commence à 170, 200 € pour des écrans très corrects. Mais si tu joues plutôt à des jeux solo et que tu veux te faire plaisir sur, au hasard, GTA 6, mais des jeux solo. On l'aura pas sur PC tout de suite. Jouer en HDR, pas forcément jouer à 500 Hz, mais à 120 Hz, etc. L'OLED, un peu comme la télé, franchement, c'est dur de revenir en arrière. Dès que vous avez un beau jeu, dès que vous avez un très beau jeu. Voilà, ça dépend des joueurs et des joueuses là-dessus, pareil. Mais de toute façon, si vous jouez à des jeux compétitifs, globalement, votre budget est moins haut, parce que les PC demandés n'ont pas besoin des derniers effets spéciaux, etc. etc. Mais voilà, si vous jouez à des jeux solo, genre au hasard, des jeux PS5 sur votre PC, vous avez envie d'avoir un écran OLED aussi, et je suis d'accord avec Tanguy là-dessus, c'est que au-delà d'avoir un PC performant ou pas performant, le rendu à l'image d'un écran OLED sur des jeux solo, c'est comme quelque chose. En fait, pour tout te dire, quand je suis passé de mon écran exactement pareil, donc 4K HDR, la seule différence, c'est pas OLED versus OLED. J'ai relancé tellement de jeux, parce qu'en fait, pour la beauté de ce que tu vois, effectivement, par contre, ça coûte cher. C'est un budget. Mais si jamais tu te dis que tu veux investir pour avoir des jeux vidéo qui sont beaux et que tu dis que tu veux être un peu future-proof, d'autant que l'OLED, à un moment donné, il y avait beaucoup de problèmes de marquage, ce genre de choses, honnêtement, c'est fini. Honnêtement, c'est fini. Il y a eu beaucoup de tests ces dernières années de médias ou de youtubeurs que j'ai vu qui étaient intéressants. Même la Switch OLED, j'avais vu un youtubeur qui avait mis une scène fixe 24h sur 24, une image fixe 24h sur 24 très contrastée de Breath of the Wild et qui regardait le marquage de l'OLED, et la console avait commencé à marquer au bout de 5 mois sur une image fixe 24h sur 24. Donc on commence à se dire, ok, ça il faut le vouloir. C'est fini le logo de la chaîne qui reste incrusté. Je vous déconseille de faire du Excel toute la journée, ça reste pas l'utilisation, on va dire. Mais comme on est là pour parler de jeux vidéo, il y a très peu de jeux vidéo qui vont globalement marquer. Et puis en plus, il y a des technologies, moi j'en ai deux qui me viennent en tête. La technologie de base, c'est le déplacement de pixels qui est très léger, qui permet en fait d'éviter que ça rafraîchir un peu. Ça rafraîchit Et la deuxième technologie, c'est un truc que j'ai découvert avec un écran Asus, pour le coup. Donc je vais parler d'eux parce que j'ai trouvé que leur écran était très bon. C'est une technologie qui fait que dès que tu t'éloignes de ton écran, l'écran il s'éteint. Et ça fonctionne très très bien. Sur mon écran perso, c'est ce que j'utilise. Donc je le laisse comme ça, scène fixe, peu importe. Je m'éloigne, au bout de 3 minutes, juste l'écran. Et ce qui est intéressant, c'est que l'écran s'éteint, mais sans désactiver la carte graphique. Donc quand tu es en multi-écran, tu n'as pas l'écran qui clignote. Donc c'est vraiment bien fait. Et on disait, voilà, OLED, évidemment, si vous jouez sur vos consoles de salon, c'est vachement bien aussi. Mais ça chiffre, même si ça a baissé, ça chiffre quand même. Mais l'OLED, en fait, je pense que l'OLED va se placer aujourd'hui comme un format qui est premium, mais avant c'était 2 à 3 fois plus cher. Et maintenant, ça va être plutôt 30 à 40% plus cher que les bons écrans LCD, que ce soit pour les télés. Aujourd'hui, on a des télé OLED 55 pouces à 700 €. Et pareil, avec toutes les technologies là, dont on parlait sur les écrans, les moniteurs PC, c'est notamment quand même grâce au HDMI 2.1. Voilà, tout. HDMI 2.1 qu'il faut absolument prendre de base. Voilà, l'OLED, c'est vraiment un des gros sauts en avant en termes de sensations de jeux vidéo, que ce soit sur des télés ou des moniteurs. Et pareil, c'est un premium, mais c'est aussi des écrans qui ne vont pas se démoder en un an. Voilà, on n'en parle pas d'un nouveau processeur chaque année. Moi, j'ai une télé OLED depuis maintenant 8 ans.
et je m'éclate avec. Elle est très très bien. Et je sais que les nouvelles sont mieux, mais en fait, le saut est vraiment excellent. Donc, c'est un très bon investissement personnellement, je trouve. Et les écrans, c'est des choses qu'on peut garder beaucoup plus longtemps que tout le reste de son matos. Ouais, je pense que c'est peut-être l'élément qu'on garde le plus longtemps. Ah oui, sur ça son matos, se garde 10 ans pense. facile. Ouais. Et voilà quoi. Donc, l'OLED, je pense que c'est un investissement qui est plutôt pérenne. Moi, j'ai un écran pour vous. Il est loin, j'ai des petits bras. Je vais le confier à Tanguy. Oh, non, même Alors, pourtant- oh, le bébé. Mais voilà, c'est le ROG Strix G18 d'Asus. Ouais, t'es bien, vas-y, voilà. Tu es bien? Là, t'es pas mal. Je suis pas mal. Hein. Mais c'est un beau bébé, vous voyez, on voit plus chrono derrière. Ah là là. Non, je vous le montre parce qu'il y a cette tendance aujourd'hui. On est passé de 13-15 à Ouais. 14-16, puis maintenant à 18. Ouais. Les écrans de 18 pouces, c'est magnifique pour jouer. Ouais. Alors à transporter, c'est quand même un autre truc. Alors, Tanguy parlait tout à l'heure de la tendance des cartes graphiques à être plus miniaturisées et tout. C'est une 5070 TI dedans quand même pour jouer. Ouais. On est quand même confort. Bon, évidemment, vous avez le RGB, hein, c'est Asus. Bah évidemment. Donc il y a du RGB dans tous les sens. Mais voilà, c'est une gamme. C'est quand même une gamme intéressante. Alors on est à 3000 euros. Oui, ça reste des belles bêtes. Hein. Ça reste des belles bêtes pour jouer. Mais je trouve, voilà, je vous montrer, c'était quand même Wi-Fi 7 et tout. Elle a quand même toutes les technos, les connectiques Voilà. dans Ben, en fait, tous les sens. C'est là où j'ai envie de dire quelque chose qui est, à mon sens, assez important. C'est qu'on a tendance à dire que ça coûte cher, et c'est vrai. Ça coûte cher, c'est un C'est fait. un budget, hein. C'est un budget. Et effectivement, je vais te le dire de façon très claire, hein, aussi bien pour les Blade que pour les portables Asus, Strix, qui là. sont Strix ou même Ou Zephyrus. le Moi, Zephyrus, j'aime moi, bien j'aime Zephyrus, moi, ouais. j'aime bien Zephyrus. À chaque fois, c'est c'est dégueu. un peu plus cher que beaucoup de concurrents. Par contre, en général, tu n'as pas de compromis là-dedans. C'est-à-dire que le matos embarqué, il est carré. Ton GPU, il va être au maximum en termes de ce qu'on appelle enveloppe thermique. Et le système de refroidissement va être bon. Et en fait, si tu veux, tu paies pour un ensemble qui T'as fonctionne 3 ventilos très, là-dedans, très bien. quand Voilà. même, de c'est sûr que c'est la différence entre les deux PC qu'on a là. Ouais. C'est que là, celui-ci, Oh, il le est bébé. un peu plus gros. C'est une Bah belle ouais, bête. bah, je pense Mais qu'il y a... Oui, il fait 3 Ouais. kilos, hein, 3 Ouais, kilos et je des pense- brouettes. Hein, donc, Ouais, c'est à peu près 2 fois le poids, mais par contre, c'est vrai que l'usage est différent. On parlait Oui. tout à l'heure des ordinateurs portables dont tu peux te servir en remplacement d'ordinateurs de bureau. Franchement, tu prends un truc comme ça qui est posé, ancré chez toi, avec lequel tu peux bouger de temps en temps. Oui, quand pour tu- partir en week-end. oui. Voilà. Ouais, t'as 10 heures d'autonomie, Mais hein, si tu joues, tu vas pas aller loin, c'est sûr. Mais Melinda, tu as un terme qui est très, c'est transporter. Il y a des ordinateurs portables. Ça, pour moi, c'est la classe des ordinateurs transportables. Ils ont un poids, un encombrement, une autonomie qui ne sont pas faits pour les mettre sur les cuisses dans le métro et les sortir à la ah volée bah là, dans un tu prends café. 2 fauteuils dans le métro. Voilà. Mais c'est des stations transportables. Après, le point que je trouve intéressant, c'est que comme pour les téléphones, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que la hausse de la taille des écrans, comme tu disais, Melinda, elle s'est fait surtout parce qu'on a aussi réduit la taille des bords. Les bords. Et Absolument. c'est vrai que quand on regarde les ordinateurs d'il y a 4 ou 5 ans, les bords faisaient 1 cm 5, 2 cm des fois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les téléphones qui faisaient 6,7 pouces passent à 6,9 et que, pareil pour les tablettes, et que aussi les ordinateurs qui faisaient 13 sont passés à 14, les Ouais. 15 à 16, aussi parce que les bords ont rétréci. Donc pour les gens qui disent, 16 pouces, ça va être énorme. Non, en fait, l'ordinateur sera pas beaucoup plus gros. C'est juste ça, que le hein. bord sera beaucoup plus fin. C'est Ça, c'est combien 16 C'est 16, voilà. Ça, c'est 16 pouces. Ça rentre franchement dans n'importe quel sac classique. C'était la taille d'un C'est les 14, anciens 15 pouces 15, avant. hein. Ouais, c'était un 15 avant. En vrai, alors il y a une petite différence qui m'a fait sourire, je vais vous le dire quand même rapidement, c'est que sur la version de l'année dernière, alors mon ordinateur est très stable parce que je m'en sers tout le temps, mais la bande qui est ici, là, Ouais. vous voyez la bande en bas, elle n'existait pas l'année dernière. C'est un écran plus... En fait, non, c'est le même ratio, mais du coup, le châssis était plus petit l'an dernier. Ah oui, je ne donc sais pas ils- pourquoi. Ils l'ont approfondi le châssis. Ouais, ils l'ont approfondi pour des raisons, j'imagine, d'enveloppe thermique ou bien d'évacuation ou bien de je ne Ouais. sais quoi. Mais en tout cas, ça m'a fait sourire. Mais après, ça ne change pas grand-chose parce que par rapport à l'année dernière, il est beaucoup plus léger, notamment, et il est beaucoup plus performant aussi, suffisamment pour, en tout cas, que je le remarque en jouant quotidiennement. On va parler un petit peu accessoires, messieurs. Oui. Parce que voilà, on a fait le tour des, des PC, il y en a plein. Là, on vous a montré 2 exemples de fin, pas fin, écran maintenant là où ça part. Les casques. Oui. Parce que c'est quand même important, il y a de plus en plus de joueurs. Moi, je vous en ai amené 2, je sais que vous en avez d'autres à raconter. SteelSeries, c'est une marque qui se vend extrêmement bien. Je crois que c'est le casque gamer qui se vend le plus, non? Quasiment, je pense. Je pense, Je et ne voudrais surtout- pas m'avancer, mais je crois. Bah, c'est parmi les plus recommandés de façon très facile. La preuve, t'en as un là, j'en ai un aussi que je vais recommander. Voilà. Et en fait, c'est parce que c'est une valeur sûre. Là, c'est le Nova 3P Wireless, c'est une gamme qui vient de sortir. Alors, on a connu, je vais être honnête, un peu plus stylisé, un peu plus premium chez SteelSeries, mais à des prix beaucoup plus chers. Là, je suis à 110 € pour un casque. Donc, c'est le Arctis Nova 3. Arctic, c'est vraiment c'est hyper connu, quoi. Ouais, c'est Mais la, c'est ça. c'est la Audio base. spatial, c'est la base. C'est la base, Oui, mais la ça, base. c'est la version plus abordable. Et je trouve ça D'accord. bien Ouais, bien qu'ils aient sûr. sorti
une version. Voilà, on est sur Mais un l'idée, c'est qu'on allait arriver avec des trucs hors de prix. Mais oui, wow. moi je compense. Non, mais il fait tout. Enfin, connexion Bluetooth ou sans fil, il est vraiment pas mal. Il reprend tout ce qu'on connaît du RTX, mais en faisant des concessions sur le design, qui est très bien. Alors, j'ai pas dit que... Et je crois aussi qu'ils ont une très bonne autonomie, les SteelSeries. Absolument. C'est ce que j'essaie. Ce qui est important aussi, parce que quand tu joues, t'as pas envie d'avoir une manette. C'est ce que je voulais prouver, parce que j'ai un doute sur l'autonomie, je ne veux pas vous dire de bêtises. Qui a 4 heures d'autonomie. Voilà, je sais que le SteelSeries, ça se compte en dizaines d'heures. C'est 15 minutes de recharge pour 9 heures. Celui-là, tu vois, moi, alors on l'a pas testé pour l'instant sur les numériques. Par contre, tu vois, en recommandation, ce qui est drôle, c'est que moi, j'avais pris la version de l'année dernière, mais en Nova 5. Donc, c'est-à-dire une version un peu plus premium. Mais comme c'est la version de l'année dernière, tu la trouves à un prix à peu près similaire à celle-là. C'est à réfléchir. Hein. Voilà, donc tu peux te dire, c'est comme quand tu dis, bon, est-ce que je prends le dernier iPhone ou bien celui de l'année dernière, ou bien le Pro de l'année dernière, ou bien le pas Pro de cette année. Je crois que ça joue aux connexions connectives, je dois être en Bluetooth un petit peu mieux, c'est ça. 5.3, et toi, tu as peut-être... Sachant que quand tu joues à des jeux vidéo, en général, tu privilégies pas le Bluetooth, tu privilégies la connexion sans fil par dongle, dont j'ai oublié le nom. Ouais, mais là, tu as dongle aussi. Tu as un peu, mais voilà, je vais vous le montrer. 2,4 Merci, voilà. C'est ce que je cherche. Merci bien. Et l'autre, alors ça c'est pour tout, je vous montre le rig, parce que c'est aussi ceux qui étaient sur socle. Je ne sais pas si on le voit bien, je vais pousser un peu. Oui, il y a le support. On le voit. Voilà, on le voit bien. Ouais. C'est le rig 900 Max HS. Alors ça, c'est la version HS parce que c'est pour PlayStation et PC. Et ça fonctionne aussi sur Switch. Petit truc. Et ça existe en version Xbox aussi. Là, on est plus cher, on a 250 €. Mais connectivité pareil, via dongle, via 2,4 GHz, si vous voulez, par le dock, ou en Bluetooth 5.2. Il sert pour tout, c'est-à-dire que vous pouvez le prendre pour vos appels, vous réglez vous-même si vous voulez privilégier les appels ou le jeu. Bon, évidemment, si vous voulez écouter de la musique avec, il y a quand même le micro qui est fixe dessus, ça c'est peut-être le seul point négatif. Il a une bonne autonomie. On est entre 50 et 60 heures selon la connectivité que vous choisissez. Dolby Atmos, personnalisé. Voilà. Et il est assez léger. Pour le coup, je le trouve super léger. On a 280-90 grammes. Et il est confortable, mais voilà, c'est un autre prix, mais le son très très bon. Ce que j'aime bien sur les deux casques et que je conseille vraiment aux gens, parce que moi je suis assez sensible de ça, c'est que beaucoup de casques m'appuient sur le haut du crâne, je trouve ça désagréable, et ces deux casques sont sur ce qu'on appelle des bandeaux et pas des arceaux. Et donc en fait, c'est le bandeau qui fait contact avec votre crâne par rapport à l'arceau. Et pour moi, c'est d'un point de vue confort le critère le plus important. Alors je connais des gens, ils n'ont aucun souci à mettre des casques à arceaux, il y a une mousse évidemment, mais des casques à arceaux sur la tête toute la journée pour le boulot ou pour jouer. Moi je trouve que les bandeaux, les structures à bandeaux, c'est beaucoup plus confortable, notamment quand vous jouez longtemps aux jeux vidéo, etc. Parce que moi ça fait mal au sein du crâne au bout de 12 heures. C'est vraiment un point à tester si vous jouez très très longtemps, c'est de ne pas prendre juste le rembourrage. Le rembourrage au bout d'un moment, en effet, je suis d'accord avec toi, on le sent. Le bandeau, je trouve que c'est le top. Et, meilleur move, le bandeau. Mais j'aime bien le rig pour ça. Il est plein de petits trucs. Et puis surtout, qualité audio très, 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 très bien. Et tu parlais Cocorico, c'est Nikon, hein? Comment? Cocorico, je crois, c'est les Français. C'est Nikon, tout à fait, celui-ci. Et ce qui est bien, moi, j'ai découvert ça assez récemment, ça fait quelques années, donc j'en profite. Et le Dolby Atmos, quand tu l'as sur les casques, ce qui est intéressant, c'est-à-dire que dès que tu le branches, ou dès que tu le perds, tu as la licence qui s'active automatiquement, alors que normalement, il faut que tu achètes la licence à part. Voilà, c'est ce qui est drôle. Et d'ailleurs, vous pouvez personnaliser, faire un profil personnalisé selon la forme de votre oreille. C'est tout bête. Donc voilà nos petites recos casques. Je voulais qu'on parle manette. Notre expert manette, Lame. Parce que tu voulais me parler d'une nouvelle tendance à surveiller sur les manettes. Oui, 3 lettres, donc TMR. Donc c'est une nouvelle technologie magnétique. Je vais beaucoup parler de magnets aujourd'hui dans les recommandations pour 2 raisons différentes. Mais la première, c'est pour les manettes. On va montrer une première qui s'appelle la GameSire G7. Ouais, normalement on a la GameSire. GameSire, c'est une marque qui est moins connue mais qui est très réputée chez les gamers, qui a un très bon rapport qualité-prix et qui vont sortir là une manette qui va être un peu la Rolls, c'est une sorte de Xbox Elite Série 2. Qui est fiable. Alors c'est peut-être moi qui ai pas mis à 7. Bon, alors vas-y, raconte-nous la GameSire 7. Et donc cette GameSire, en fait, c'est une manette qui fait partie de ces nouvelles générations de manettes qui ont cette nouvelle technologie. On a beaucoup parlé du Hall Effect ces dernières années, qui est utilisé dans des claviers ou des manettes. Et en gros, on passe du potentiomètre que vous avez dans vos manettes PlayStation, Xbox, Switch, à des capteurs magnétiques. Et en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité que la poussière, la crasse ou le temps viennent créer ce qu'on appelle un stick drift. Donc, on l'a vécu beaucoup avec les Joy-Con de la Switch, mais aussi avec des manettes Xbox et des manettes PlayStation. Ouais, j'allais dire avec les DualShock d'antan et tout. Ça fait même plus grand bruit que Nintendo, mais en vrai, ça a touché toutes les manettes parce que c'est la technologie même des potentiomètres qui fait que, au bout d'un moment, ça s'encrasse et votre capteur, il s'encrasse. Et c'est le fameux
je lâche ma manette et pourtant mon perso continue à se déplacer un peu en avant ou ma caméra elle tourne constamment vers la gauche ou la droite, insupportable, il fallait démonter les manettes, casser les garanties, etc. Donc il y a quelques années, il y a une technologie qui s'appelle le Hall Effect qui est très très vieille mais qui a été remise au goût du jour et qui a été mise en avant dans beaucoup de manettes un peu plus haut de gamme ou des manettes tiers, malheureusement toujours pas dans les manettes officielles. Et donc c'est un capteur, en gros, pour faire très rapide, c'est un capteur magnétique et qui va enregistrer la tension des aimants pour vous dire si vous appuyez plus ou moins sur le stick. Et c'est tout. Donc en fait, la poussière ne rentre plus en compte. Donc ça, c'était très très bien déjà. Et il y a beaucoup de fabricants qui ont adopté cette technologie. Le problème, c'est qu'elle consomme un peu plus d'énergie, voire plus d'énergie qu'avant. Arrive le... Ça veut dire moins d'autonomie ? Moins d'autonomie. Voilà, c'est pour ça que pour des claviers, c'est pas important, mais pour des manettes, ça jouait, bien sûr. Des bisous à la DualSense, bien sûr, qui, je pense, si tu lui mettais un stick magnétique, c'était compliqué. Mais donc, cette année, on a vu maintenant une nouvelle génération de manettes qui arrive avec cette technologie TMR. Et pareil, pour vous la faire rapide, parce qu'il y a plein d'autres choses à raconter, dites-vous que c'est le Hall Effect en plus précis et en plus économe. Donc vous allez avoir des manettes qui vont retrouver une autonomie assez dantesque potentiellement, avec une précision virtuellement quasiment infinie. Donc c'est le meilleur de tous les mondes. Et ça arrive sur des manettes entrée de gamme, la moins chère que j'ai vue dans les manettes, vraiment des bonnes manettes à 50 €. Et la Game Slayer dont je vous parle, elle est à 100 €. Elle a absolument tout. Et c'est quelque chose qui va arriver. Et aussi sur la manette que je vous montre, pour faire aussi la transition sur les manettes Alors mobiles, ouais, ça c'est le truc. Parce que là, vous êtes avec votre Switch 2 avec un écran 8 pouces, je rigole, je raise avec mon écran 11 pouces. Voilà, là c'est la Razer Kishi V3 Pro XL. Tout à fait, et qui est une des rares manettes du marché à pouvoir encaisser des tablettes de taille normale. Donc là, j'ai juste une petite table S9 11 pouces. Mais on peut mettre des tablettes 13-14 pouces si vous avez les avant-bras et les biceps qui tiennent. Ouais, c'est ce que j'allais dire, tu fais ta muscu en même temps. Parce que là, alors, déjà... Par contre, l'image, elle est incroyable. C'est une manette, pour ceux qui nous écoutent, comme vous voyez, ces manettes pour mettre votre smartphone dedans et jouer. Sauf que celle-là, elle va... L'âme, il a mis une tablette dedans. et donc, c'est assez incroyable si vous êtes motivé. Honnêtement, c'est super si vous voulez streamer votre PlayStation, votre Xbox, votre PC en local, parce que là, vous avez un écran. Les tablettes aujourd'hui, elles ont des écrans OLED 120 Hz, magnifiques, mais pas forcément beaucoup de jeux, évidemment, internes. On en parlera après. Mais cette manette l'encaisse, et cette manette est une manette qui est donc en USB-C. Donc, elle est alimentée par la batterie de la tablette, mais comme elle a des joysticks TMR, aussi, encore une fois, c'est une manette qui va consommer moins d'énergie. Donc voilà. Donc ça, c'est une Rolls des manettes, ça vaut 200 €. Elle est à 200 celle-là ? Il faut être plus de 200. Il faut être très très motivé pour jouer sur tablette. La Razer, on est d'accord que toi, c'est la Razer Kishi que tu as V3 mais Pro, mais pas XL. Mais normal, mais elle n'était pas à 150 ? 179 je crois. Ah, elle est un peu plus chère, c'est celle pas Pro qui a... Ils ont sorti en 3 tailles, donc V3, V3 Pro, V3 Pro XL. Celle-là, elle est vraiment faite si vous voulez jouer sur votre tablette. Elle n'a pas d'autre intérêt, mais je pense qu'il y a des gens qui se disent, en fait, j'ai une sorte de PlayStation Portal Premium. Est-ce que tu peux mettre... Est-ce que tu l'achètes parce qu'elle est XL et donc tu peux mettre une tablette dedans, mais est-ce que tu peux mettre un smartphone ? Non. De base, elle est trop grande. Regarde, alors que celle-là, oui. Voilà. Oui, mais tu peux pas mettre de tablette. Je peux mettre Chrono, une petite choisir. tablette. Je peux mettre un iPad mini. Tablette. Mais pour vous donner une idée, le rendu est assez ridicule quand on l'enlève. Tiens, mais les deux. Sachant que moi, j'ai pas mes sticks. Moi, j'ai pas mes sticks parce qu'ils sont dans mon sac. Mais j'en parlais parce que, au-delà du fait que moi, je joue de plus en plus en cloud gaming local ou pas local, et donc en fait, je me dis, une fois que tu as du cloud gaming, le plus important, c'est d'avoir un bon écran. On n'a pas l'importance des écrans. Et enfin, les tablettes Android qui, des fois, n'ont pas beaucoup de jeux, on va pas se mentir, mais qui ont des super hardware, des bêtes d'écran. Là, j'ai une sorte de mélange de console portable et de PlayStation Portal absolument royal. Mais voilà, donc l'important aussi, donc, au-delà qu'il y a de plus en plus de manettes premium pour des gens qui jouent sur des tablettes et des téléphones, regardez cette année quand vous allez vous équiper, le TMR, ça peut être le top. Il est mentionné à chaque fois ? Oui, ils le mettent vraiment en avant. Le TMR, ça peut être vraiment une technologie donc, qui est montrée ici chez Razer, mais chez d'autres petites marques. Et j'espère vraiment que Microsoft, Sony et Nintendo vont adopter cette technologie, parce qu'en fait, il n'y a pas d'inconvénient. Je veux dire, c'est pas forcément plus cher. C'est plus économique en batterie et c'est beaucoup plus précis et ça ne s'abîme pas dans le temps. Donc j'ai envie de dire pour les consommateurs. Il n'y a aucun intérêt de ne pas le mettre. Voilà, mais j'ai vu la manette, les Joy-Con de la Switch 2 et la manette Pro de la Switch qui est vendue 90 € quand même. Ce sont des potentiomètres à l'ancienne, donc rendez-vous dans 18 mois quand ça va retomber en panne. Pour la Switch 2, la raison, c'est parce que comme les Joy-Con sont maintenant magnétiques, tu ne peux pas mettre de composants magnétiques à l'intérieur. Oui. Je me sens toute ridicule avec ma petite manette que je vais vous montrer, parce que là c'est pour le fun, parce que c'est une manette qui est PC, smartphone et Switch. Alors je dirais pas pour les enfants, mais voilà, elle est estampillée Superman, c'est complètement de circonstance. Non, elle est très bien, elle fait le job, mais on n'a pas de TMR.
Et surtout, elle dessus. est compacte aussi. Je vais te montrer une manette parce que... Elle est assez compacte, elle tient très bien en main, Ouais. et surtout, c'est tout bête, mais vous pouvez changer le D-pad. Oui, ça c'est bien ça. Voilà, et ça, vous choisissez la croix ou comme vous voulez en 4 Ou le ou 8. diamant, là. Ouais. Donc ça, ouais. voilà, je voulais pas. Elle fait 50 balles. Hein, on D'ailleurs, est- sur c'est les bien. Razer, on peut changer les sticks. C'est pour ça que j'ai pas Oui. les sticks. Et voilà, connexion Bluetooth, USB ou filaire, Et c'est évidemment. quoi? C'est qui fait ça? Alors ça, c'est la GX Trust. Ah, C'est d'accord. chez Trust. C'est Ouais. Trust, ok. Voilà, Et- mais franchement, elle fait le job. Et Pour les enfants sur Switch, tu vois, par exemple, très bien. Et ben justement pour les enfants et aussi pour ma compagne notamment qui se plaint que les manettes sont trop grosses dans ses mains, il y a Nikon et 8-Bit Do, une autre marque de clavier et de manettes de jeu, qui ont sorti des manettes assez haut de gamme et assez complètes mais compactes. Ouais, tout Donc à ça fait. c'est un conseil que j'ai aussi pour les gens qui disent, pour mes enfants ou les personnes qui ont des petites mains, et je connais des gens qui n'arrivent même pas à aller droit avec le stick droit parce qu'en fait c'est trop loin sur le pouce. Et bien il y a des versions compactes de ces manettes chez ces deux marques et je trouve que c'est une très bonne initiative aussi parce que les manettes sont quand même assez grosses maintenant. C'est exactement. Alors, manette, je vais partir sur autre chose, mais parce qu'on parlait d'accessoires pour jouer, moi, je vais vous parler d'un bundle. Alors, c'est marrant, c'est Nikon tout à l'heure, dont on parle du casque aussi, c'est RevoSim, la gamme de RevoSim, qui est le label maintenant de Ouais. tout ce qui est un peu sport méca Ah, les chez volants et Nikon. tout. Et là, c'est les volants. Et moi, j'avais tenté le RevoSim RS Pur. C'est un bundle. Hein. Donc, D'accord. il y a tout dedans, le volant, le pédalier, vous fixez ça. Là, le volant, vous pouvez vraiment changer le tour du volant et prendre, par exemple, un volant de F1, typé Ah oui. F1 ou quoi que vous voulez, parce qu'en Ouais. fait, le module se remet Ouais. au milieu. Donc, j'ai trouvé ça pas mal. Je ne suis pas une grande spécialiste. J'avais montré ça à des plus fins connaisseurs de matériel. Vous voyez, il y a 12 boutons. Vous Alors pouvez ça, tout personnaliser. C'est assez quali, quand même. C'est aluminium et cuir, Ouais. mine de rien. C'est pas mal. Vous pouvez y aller hein, sur le pédalier, s'il est bien fixé pour le bouger. Ah, c'est du beau matos. Faut quand même, c'est du très très beau matos. Il y a une appli en même temps, en temps réel, et donc vous pouvez la mettre au-dessus du volant pour que ça fasse un peu comme les tableaux de bord quand vous jouez. On J'avais jamais vu un support de téléphone aussi costaud Voilà. quand même. Non, si vous voyez les images de moi, en revanche, c'était pas bien parce que je suis trop petite pour ce genre d'installation. Non, t'as eu l'air concentré. J'étais hyper concentrée, mais je suis à la limite de Les mes jambes pieds. tendues, les jambes tendues. J'ai j'ai les vu. jambes ultra tendues. Ça, on rentrera pas là-dedans, mais j'ai vu des gens qui sont dans le vortex de ce qu'on appelle les simpits. Ouais. Voilà. Donc vraiment les cockpits à simulateur de vol ou de voiture. Et c'est des gens, ils vont mettre 2000 € Voilà, dans là, le c'est- volant. Ouais, C'est genre, mais ouais. même, je parle même pas du moteur, juste Ouais, le juste volant. le Je suis là, volant. genre, ok, Et ben, d'accord. c'est pour ça que je vous disais ça, parce que là, c'est 800, le bundle Ouais. complet. Complet. Ce qui est déjà un Ce qui très, déjà très est beau un très bébé, beau hein. prix, mais Ouais. qui est largement plus abordable. Mm. Et donc j'étais avec des gens qui étaient beaucoup plus experts que moi, qui m'ont dit ouais, c'est quand même de la bonne qualité pour ce rapport. Ouais. PC, ça va arriver en version, enfin en compatibilité console, mais c'était PC sur pas mal de jeux, Ouais. surtout de Ah, sim, c'est de costaud. sim racing. Mm. Je me rappelle Voilà. quand on était beaucoup plus jeunes, nous trois, et que la Rolls des volants, c'était les Logitech à 150 Mais €. oui. T'es là, genre, Ah. 150 € Mais dans un oui. volant, c'est la folie. Mais oui. Et on est là. C'est ça. Pour jouer à ton jeu de voiture Ouais. sur lequel tu joues Non, sur mais la là, pour les Wii. gens qui ont jamais essayé la puissance des moteurs de retour de force Ah ouais. du volant, Franchement, la c'est précision et tout, c'est hyper bien. Donc voilà, je voulais vous en parler. C'est le bundle RevoSim RS Pur qui existe Wow. avec plein d'accessoires que vous Ah, ça pouvez rigole pas. voilà, ajuster. Maintenant, ils ont ajouté pédales, freins, accélérateur et tout. Vous pouvez tout customiser. Non, c'est ajuster aussi l'intensité, la puissance. Franchement, ils se sont donnés pour avoir Ouais. un truc qui corresponde. Après, Ah ils non, ont mais- plein de jeux de ouais. sim racing. Et puis, et encore une fois, la cible de ce genre de jeu, c'est des gens qui ont une passion. Ouais. Et en fait, Qui ne jouent qu'à ça. encore une fois, pour moi, 800 €, c'est complètement hors sol parce que c'est pas mon style de jeu. Mm. Mais en fait, les gens avec qui je discute, ils disent, en fait, tu sais combien ça coûte mon Simpit par rapport à si je devais m'acheter une voiture, en fait. En Ouais, fait, ça me c'est coûte rien par rapport à mon budget amour des sports mécaniques. C'est ça. C'est Je fais, exactement ok, ça. La fenêtre d'Overton est réelle, mais je comprends, je comprends que voilà. Messieurs, je voudrais qu'on arrive sur une partie qui va plaire à nos amis PC Bureau dont on parlait tout à l'heure, qui sont les claviers et les souris. Oui. Et là, je me tourne vers toi. Ah oui. Expert trouvaille improbable. Non, c'est vrai, il faut le Ça, dire. si, bah, ça- Il m'a envoyé une sélection de souris. Déjà, je dis, tu veux pas me mettre quelque chose autour de ta souris Donc, j'ai vu, alors je sais pas si on a l'image, la Blade, Ouais, la Zero- Blade de Zero Mouse. C'est un Zero Mouse il y a un qui- YouTuber qui s'appelle Optimum Tech. qui ressemble à rien. Littéralement rien. En gros, la mode ces derniers temps, c'est d'avoir des souris beaucoup plus légères qu'auparavant. Tu sais, pendant longtemps, on avait des souris qui étaient très ergonomiques, on pouvait rajouter des poids. Vous vous rappelez Ouais. Dessus, il y avait 8 boutons de raccourci. Et ces derniers temps, la mode dans les jeux, notamment compétitifs, c'était d'avoir des souris qui étaient beaucoup plus épurées et légères. C'est genre clic gauche, clic droit, molette, 2 boutons sous le pouce. Et Ouais. après le reste, on a vu des souris qui étaient ajourées. Donc la coque était trouée pour gagner du poids. Des souris en carbone, des souris en magnésium. Et là, je vous montre une des souris les plus légères au monde qui est sortie et qui est
qui est partie en 10 secondes, littéralement, alors qu'elle coûte 170 € hors frais de port. 170 € ta manette, ta souris là? Parce que cette Zero Mouse Blade, du coup, du youtubeur Optimum, eh bien, elle est imprimée en 3D, en monobloc de résine, avec un circuit qui vient d'une autre marque qui s'appelle Final Mouse, qui est très réputée, et la souris complète, batterie incluse, pèse 21 grammes. Donc, littéralement, le but pour ce youtubeur, c'était de dire, moi, je joue à Apex Legends, je joue à Overwatch, je joue à des FPS avec beaucoup de tracking, de précision très intense. Je ne veux pas sentir la souris. Son but, c'est de dire qu'à la fin, on ne sent plus la souris. Donc sa marque s'appelle Zero Mouse. Et donc sa première s'appelle la Blade. 21 grammes, tout compris. C'est une souris qui aurait pu descendre autour des 16 ou 17 grammes sans batterie. Mais il a dit, on va quand même rester. Et il y a de plus en plus de gens qui modifient, qui percent, qui découpent en deux leurs souris. Il y a des marques maintenant qui commencent à sortir des souris qu'on appelle des souris de fingertips qui ne se tiennent que du bout des doigts, vraiment. Mais c'est un squelette. Là, je vais décrire pour les gens, on dirait un squelette de souris. On dirait un squelette. On dirait vraiment un squelette et c'est même presque dangereux parce que le circuit imprimé, le PCB, est littéralement à ciel ouvert. Ouais. Il est à ciel ouvert, donc il faut vraiment être déter. C'est évidemment un truc qui est très comment dire, extrême. L'autre souris que je voulais vous montrer, c'est une souris que j'ai achetée récemment et j'ai un peu de mal à la trouver parce qu'elle est très demandée. Est-ce que c'est l'enfant de la prophétie? C'est souvent genre deux clans s'affrontent et peut-être qu'un enfant va réunir les deux clans. Moi j'en ai une comme ça, voilà. Logitech depuis des années. La MX verticale. Voilà, c'est une souris ergonomique. Exactement. Et j'avoue que, alors là en ce moment je suis passée à une souris normale alors que je l'ai. Ça change énormément de choses. Notamment pour le canal carpien, je vous rappelle. Voilà, exactement. Vous la tenez droite. Voilà, on a plus naturellement les mains comme ça qu'à plat comme ça. Donc Logitech est très connu pour ses souris. Donc la MX verticale et la Logi verticale blanche, la petite. Je sais plus comment ça s'appelle, ouais. Le problème, c'est que là, on est dans une émission de jeux vidéo et de gamers. Donc tu nous as invité pour ça, Mélinda. Bah oui, moi je compte sur vous. Voilà. Et le problème, c'est que les souris de Logitech sont pas du tout faites pour le jeu vidéo. Elles ont des capteurs, elles ont des liaisons sans fil qui sont très très faibles et très lentes. Donc quand tu fais de la bureautique ou de la retouche, il n'y a aucun problème. Mais quand tu joues au jeu vidéo, c'est très 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 désagréable. Le capteur n'est pas précis à l'écran, il y a du lag input, c'est pas génial. Entre en jeu deux constructeurs, donc il y a Razer qui a sorti une souris verticale, que je vous ai pas ramené parce que du coup ma sélection c'est la Keychron que j'ai achetée, et Keychron. Dans cette souris qui est très agréable à prendre en main, il y a un capteur dernière génération, la Rolls des capteurs, le Pixar 3950 pour ceux qui veulent vraiment tout savoir. Et il y a une puce qui gère aussi un taux d'échange à 8000 Hz, ce qui est débile. Overkill. Mais dites-vous que cette souris, qui est une excellente souris de bureautique, elle a même une molette horizontale sous le pouce, elle est excellente pour la bureautique. Vous pouvez jouer à des jeux très exigeants avec, et le capteur va tenir la route. Voilà. Donc c'est une souris qui est vendue avec les frais de port inclus, elle est vendue 85 €, sinon elle est vendue 75 € je crois. C'est encore une fois un budget pour une souris, mais c'est pas un budget excessif. Et pour des gens qui n'ont pas envie d'acheter une souris de bureautique, une souris de jeux vidéo, etc., bah cette souris, elle est vraiment, vraiment, vraiment excellente à prendre en main. Elle est très performante. Après, je la déconseille pour certains types de jeux. Il faut soulever sa souris souvent, genre des Counter-Strike et tout, parce que du coup, la prise en main verticale n'est pas idéale. C'est pas, ouais. Mais pour des jeux solo, même des jeux un peu rapides, etc., j'ai testé Doom dessus. C'est très agréable et vous pouvez avoir enfin une souris qui est un peu le meilleur des deux mondes. Voilà. C'est ça, c'est la polyvalence. M5 verticale. À quoi il faut faire attention? Ouais, alors vas-y. J'ai une question parce que moi, j'ai un profil de joueur très, très particulier. C'est-à-dire que... J'en étais sûr. Est-ce que c'était possible autrement? Alors non. je te le dis, j'ai 3 écrans 4K. Ouais. Je te laisse faire le calcul de combien de pixels il y a à parcourir à l'horizontale. Ouais. Pour parcourir les 3 écrans, je fais ça. Ça parcourt les 3 écrans. C'est-à-dire que j'ai une sensibilité très très élevée. Donc moi, lever de souris, je connais pas. Je déteste ce. Moi, je fais des grands mouvements d'épaule et de main pour jouer à mes jeux vidéo. Alors que moi, personne peut. C'est simple. Personne. C'est une sorte de barrière. Personne ne peut utiliser mon ordinateur même pour déplacer un simple fichier. Les gens n'y arrivent pas. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que un format vertical que je n'ai jamais essayé de ma vie peut me permettre avec des courts mouvements de faire les choses. Et c'est d'autant plus agréable parce qu'encore une fois, le fait que tu aies une main verticale, ça rend les mouvements latéraux assez agréables. Plus naturel. Ouais. Et je crois que ça monte à 35 000 dpi. Enfin, c'est vraiment, en gros, voilà, encore une fois, elle est mieux équipée, cette souris de bureautique, que beaucoup de souris gamers sorties en 2025 chez les grands fabricants. C'est ouf. Donc, voilà. Alors, c'est bon, j'ai la réponse. Ah, je suis pas sûr. C'est que moi j'ai une prise fingertip par défaut. Oui. Là, j'ai l'impression que c'est fait pour une prise palme de toute façon. Oui, c'est une grande souris. C'est une très grande souris. Pour le coup, tu ne peux pas juste la... Parce que même une grande souris, moi, tu sais, comme j'ai de grandes ta main dessus, c'est une souris qui est très confortable. Voilà, c'est ça. Ok, bah écoute, j'essaierai un jour. Il achète, c'est bon. À quoi il faut faire attention, là, quand on achète une souris? Alors, quand on achète une souris, je ne vais pas rentrer encore une fois, pareil, dans le détail de c'est quoi les meilleurs switches optiques ou mécaniques ou les meilleurs encodeurs de molettes et tout. Quand vous achetez une souris, pour du jeu vidéo,
Je suis assez d'accord, et pour moi, c'est pas que du marketing. Les souris plus légères, actuellement, sont assez agréables, notamment quand vous jouez longtemps. Alors, des gens vont dire, attends, une souris qui pèse 100 grammes ou 40 grammes, on peut la soulever, évidemment. Mais quand vous jouez à des jeux un peu intenses, très longtemps, maintenant, je joue avec des souris qui pèsent plutôt 50 grammes que 100. Je suis là, genre, c'est tellement agréable au bout de 2 heures de jeu. Donc, le poids est intéressant. Et il y a plein de marques, aujourd'hui, moins connues que Logitech et Razer, qui sont les numéros 1 et numéro 2 mondiaux, qui proposent des souris vraiment très légères pour pas trop cher. On trouve des souris, notamment de marques chinoises, qui commencent autour des 30-40 euros. Et qui sont très correctes. Après, je ne peux pas vous garantir sur le service après-vente, etc., avec des grands fabricants, mais le poids est intéressant, vraiment intéressant. Et ensuite, vous allez aussi avoir l'ergonomie, mais là, c'est à vous de choisir. Il y a ce qu'on appelle des souris symétriques, qui sont vraiment toutes symétriques et plates, et des souris un peu ergonomiques, qui sont légèrement penchées, avec une sorte de petite pente. C'est à vous de voir ce que vous préférez. Et après, les souris verticales, moi je trouve que les souris verticales, pour des gens qui sont vieux comme nous, et qui ont. Nous sommes super jeunes, voilà, je ne qui ont de comprends pas l'arthrose, qui ont des problèmes au canal carpien, j'avoue que maintenant j'utilise des souris verticales, c'est vraiment super agréable, c'est super agréable au quotidien, quoi. Donc regardez d'ailleurs, encore une fois, le proverbe dans les souris, c'est « shape is king ». La forme, c'est le plus important. Le reste aujourd'hui, la plupart des souris, même des souris il y a 2 ou 3 ans, en vrai, les capteurs sont très performants. Oui, globalement. par contre, il y a un point que je vais rajouter. Je suis allé vérifier pour être sûr de ce que je dis, mais il y a un point sur lequel je voulais vérifier. C'est, à mon sens, pour un truc qui va durer dans le temps, il vaut mieux des interrupteurs optiques que des interrupteurs mécaniques. Oui. Comme ça, au moins, vous êtes sûr qu'en termes de longévité, normalement, vous n'aurez pas de double clic accidentel, ce genre de choses. Voilà. Mais c'est pareil, comme dit Lame, c'est d'abord l'ergonomie et ensuite le détail. Ouais. Et voilà. Et Razer est d'ailleurs le premier à avoir sorti avec la Death Adder V4 Pro. Si vous cherchez encore une fois une souris pour vous équiper, qui est la Rolls des souris, elle coûte très très cher, je crois qu'elle a 170 €. Ouais. Mais c'est la première qui a aussi une molette optique. Donc pareil, c'est une molette qui ne peut pas s'enrayer, c'est tracé à avoir des problèmes. On a 2 minutes grand max pour finir sur les claviers. Oh là là. On a été long. Donc tu vas nous dire comment est-ce qu'on choisit son clavier. Alors, pareil, magnétique. Le mot d'ordre aujourd'hui quand vous jouez aux jeux vidéo, ce sont des claviers magnétiques. Donc j'en ai apporté un ici, qui est le Asus ROG, c'est le Falchion HFX. Mais il y a beaucoup de marques qui se sont lancées dessus. Et c'est la même technologie que pour les manettes dont je t'ai parlé, pour aller très vite. Maintenant, chaque switch est analogique magnétique. C'est-à-dire que quand vous appuyez, il peut doser le niveau d'appui que vous avez. Mais pour vous dire un peu rapidement, globalement, vous avez des claviers dont chaque touche, vous pouvez régler le niveau d'activation, le niveau de désactivation. Et sur une touche, enfin une course d'appui, vous pouvez activer et désactiver plusieurs fois la touche. Donc, quand vous faites notamment des gauche-droite dans des FPS, les claviers magnétiques, donc à Hall Effect, ont révolutionné en gros le game, sans mauvais jeu de mots. Et la plupart des gens qui aujourd'hui s'achètent des claviers pour jouer à des jeux vidéo un peu compétitifs ou un peu intenses, ils achètent tous des claviers magnétiques. Donc, l'inventeur s'appelle Witting, je te l'ai mis en lien. Witting, c'était quasiment les premiers à avoir sorti ces claviers. Et toutes les marques aujourd'hui ont les leurs. Donc ça veut dire que Razer s'est lancé dedans, Asus que j'utilise s'est lancé dedans, j'aime beaucoup parce qu'il y a un petit switch pour activer ou désactiver le côté hyper rapide ou clavier normal. Ça c'est très très bien. Ouais, bien pensé de leur part. Et je vous ai mis aussi en sélection un clavier d'une marque qui s'appelle Nufi, qui est moins connue mais qui est très réputée. Et ils font des claviers profil bas. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui aiment les claviers plus plats que les claviers traditionnels. Alors que moi j'en ai un autre, on est vraiment sur des claviers... Avec des touches, avec ce qu'on appelle un profil classique. Bruyant, épais. Voilà. Et effectivement, ces claviers coûtent généralement aussi un peu plus cher. Donc, c'est plutôt des claviers qui vont coûter entre 100 et 250 €. Donc, pareil, c'est un peu plus cher. Là où je crois que ton Trust, il est vraiment autour des 40. Mon Trust GXT, là, à Sierra, il est entre 40 et 50 €. Ouais. On est sur autre chose. On est vraiment sur un petit clavier pour débutants. Moi, j'aime bien, il est basique. C'est un 60%. Il ne prend pas de place. Ouais. Donc ça, c'est bien. Pied inclinable. Voilà. Vous pouvez régler. C'est un clavier mécanique, mine de rien, avec des switches un peu plus linéaires. Voilà. C'est la base pour démarrer. Ce que je dis, c'est qu'en fait, le Trust, il fait sens aujourd'hui. C'est que si vous achetez un clavier pour jouer aux jeux vidéo et que vous avez un petit budget, mettez 40 € dans un clavier, pas de souci. Si vous commencez à mettre un peu plus, allez immédiatement chercher des claviers à touche magnétique. Voilà. Toutes les marques se lancent dessus. C'est la folie autour de ça. Tous les professionnels du jeu vidéo ne jurent que par des claviers à touche magnétique. Donc, à partir d'un budget, on va dire autour des 70-80 €, commencez clairement à regarder de ce côté-là. C'est notamment dans la FPS, ça change la vie. D'accord. Messieurs, on est obligé de s'arrêter là. De toute façon, on vous mettra toutes les références en ligne. Merci, Lame. Mais merci, Mélinda. D'être venu. C'est trop cool. On te retrouve sur ma chaîne Twitch.
/Lamua, Twitch/Lamua. Ouais. 4 jours par semaine, la journée, le midi, juste après les numériques. Voilà. Juste après. Quelle transition formidable. Avec l'ami Tanguy. C'est ça, sur les numériques, donc twitch.tv/numérique. Moi, c'est le lundi et le jeudi, et souvent après, on bascule chez l'âme parce que ça fait plaisir, c'est la famille. Eh ben ouais, c'est la famille, exactement. Et nous, comme d'habitude, vous nous retrouvez en multidiffusion sur la chaîne Tech & Co, en replay sur le site Tech & Co et sur la plateforme YouTube, en podcast évidemment partout. C'est l'heure des vacances. On reviendra pour la Gamescom. Mais en attendant, on vous a préparé des petits replays pour cet été du meilleur de multijoueurs de cette saison. Tout ce que vous avez raté, on n'espère pas, mais en tout cas tout ce que vous avez envie de revoir et plein de conseils pour jouer cet été. Bronzez bien et à très vite.